Bienvenue sur notre chaîne. Par une froide journée de novembre 1970, les restes calcinés d'une femme ont été découverts dans la lointaine vallée de la mort, en Norvège. Pendant plus de 5 décennies, elle est restée la femme d'Isdal, une figure anonyme au cœur de l'une des affaires non résolues les plus déroutantes d'Europe. En 2025, des techniques de généalogie médico-légale révolutionnaires ont enfin accompli ce que d'innombrables enquêteurs n'avaient pas pu faire, rendre à cette mystérieuse femme son nom et son histoire. Elle payait toujours en espèces, a rapporté une réceptionniste d'hôtel de Bergen, et il lui arrivait de retourner dans sa chambre plusieurs fois par jour pour changer complètement de tenue, non seulement de vêtements, mais d'apparence. Pour bien comprendre le cas de la femme d'Isdal, il faut le replacer dans le paysage géopolitique de 1970, un monde divisé par l'idéologie, la paranoïa et l'espionnage. La guerre froide avait transformé l'Europe en un échiquier où les services de renseignement de l'Est et de l'Ouest menaient des opérations clandestines avec des agents comme notre mystérieuse femme. Le pays était particulièrement précieux pour la collecte de renseignements, Bergen, où la femme d'Isdal a passé ses derniers jours, abritant des bases navales et des centres de recherche axés sur les systèmes de détection sous-marine. La précision avec laquelle les marqueurs d'identification ont été retirés de ces affaires relève du contre-espionnage classique, a noté Sten Ekdahl, ancien analyste du renseignement norvégien qui a ensuite examiné l'affaire. Le Mossad israélien avait récemment mené des opérations en Europe après les attentats des Jeux olympiques, tandis que les pays du bloc de l'Est entretenaient de vastes réseaux d'espionnage dans toute la Scandinavie. La présence de matériel de codage de fabrication israélienne parmi ces affaires a conduit certains enquêteurs à spéculer sur des liens avec les services de renseignement du Moyen-Orient ou sur un éventuel scénario d'agent double. Et les obstacles de l'enquête, malgré la médiatisation de l'affaire, l'enquête initiale s'est heurtée à de nombreux obstacles qui ont permis de dissimuler l'identité de la femme d'Isdal pendant des décennies. Sans technologie ADN, sans partage international des bases de données ni reconstruction faciale numérique, les enquêteurs se sont largement appuyés sur des méthodes traditionnelles comme l'analyse des empreintes digitales, rendues impossibles par le ponçage du bout des doigts et la comparaison des dossiers dentaires, qui nécessitaient de connaître les dossiers de chaque pays à consulter. Plusieurs enquêteurs ont par la suite affirmé que, lorsque certaines pistes indiquaient des liens avec les services de renseignement, ils étaient brutalement réaffectés ou se voyaient ordonnés de se concentrer ailleurs. Le tournant du mystère de la femme d'Isdal s'est produit en 2016, lorsqu'NRK, la chaîne publique norvégienne, a collaboré avec la police de Bergen pour rouvrir l'enquête grâce à des techniques médico-légales modernes, indisponibles lors de l'enquête initiale. Les profils isotopiques de ses dents ont révélé qu'elle avait grandi dans une région d'Europe de l'Est, ce qui contredit nombre des identités ouest-européennes qu'elle avait adoptées. La composition de l'émail de ses molaires indiquait un développement infantile dans une région correspondant à ce qui était alors l'Est de la France ou l'Ouest de l'Allemagne, ce qui a considérablement restreint notre recherche par rapport à la portée mondiale à laquelle nous étions confrontés auparavant. L'équipe a utilisé une méthode spécialisée, conçue pour les échantillons dégradés, qui avait auparavant permis d'identifier des soldats de la Seconde Guerre mondiale à partir de restes d'humains sur les champs de bataille. Cette reconstitution, bien plus précise que les croquis de 1970, a permis une meilleure comparaison avec les registres de personnes disparues en Europe. Grâce à des techniques spectroscopiques, les scientifiques ont identifié des particules microscopiques incrustées dans les fibres de ses vêtements, suggérant des environnements industriels spécifiques qu'elle avait visités. Si chaque technique prise individuellement ne permettait pas de résoudre l'affaire, elles ont permis, ensemble, de rassembler des preuves pointant vers des régions, des périodes et finalement, des familles spécifiques. Les dents de la femme d'Isdal, parfaitement conservées dans le cercueil en zinc, ont fourni des indices cruciaux qui ont fini par se croiser avec des preuves génétiques pour confirmer son identité. Elle portait de nombreuses couronnes en or et des bridges spécialisés, selon des techniques principalement enseignées dans les écoles dentaires d'Europe centrale à une époque précise. Plus révélateur encore, elle possédait une combinaison unique de matériaux et de méthodes que plusieurs experts ont identifiées comme caractéristiques d'une école dentaire d'Allemagne de l'Est. Son travail dentaire consistait essentiellement en une signature géographique et chronologique,
a expliqué le Dr Tanya Henriksen, odontologiste médico-légal qui a examiné la dépouille en 2022. Cette avancée a coïncidé avec la numérisation des dossiers dentaires des anciens pays du bloc de l'Est, un vaste projet d'archivage entrepris dans le cadre d'efforts plus vastes de préservation historique après la réunification allemande. En 2023, ces dossiers sont devenus consultables via une base de données médico-légales européenne centralisée, permettant aux enquêteurs de recouper les modèles dentaires distinctifs de la femme d'Isdal. Un élément crucial est apparu lorsque l'examen microscopique de ces obturations a révélé la présence d'oligo-éléments spécifiques aux matériaux utilisés dans une région particulière d'Allemagne de l'Est. L'amalgame dentaire contenait des traces infimes d'usines locales de transformation des métaux ayant fonctionné près de Dresde, réduisant encore davantage la zone géographique. Des recherches dans les archives ont permis de découvrir des dossiers de patients contenant des radiographies directement comparables à la dentition de la femme d'Isdal. La comparaison a permis d'obtenir une correspondance quasi parfaite avec les dossiers d'une femme ayant bénéficié de soins dentaires importants en 1960, une femme dont les dossiers officiels indiquaient qu'elle avait ensuite fait défection à l'Ouest, bien que sa famille n'ait plus jamais eu de ses nouvelles. Mais nous avions besoin d'une confirmation ADN pour être absolument certains que les analyses dentaires apportaient une réduction cruciale des possibilités, passant de millions à un seul individu dont l'histoire documentée correspondait parfaitement à ce que nous savions des déplacements de la femme d'Isdal. Cette famille avait perdu contact avec une fille au début des années 1960, dans des circonstances suggérant qu'elle avait été recrutée par les services de sécurité de l'État. La confirmation finale est venue d'une comparaison directe avec le matériel génétique préservé des parents de la femme, conservé dans une biobanque gérée dans le cadre d'études médicales menées en ex-Allemagne de l'Est. Le plus remarquable dans cette identification est qu'elle a nécessité des technologies issues de multiples disciplines qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, a souligné Sven Bergman, directeur de l'International Cold Case Initiative. La convergence des avancées en matière de séquençage génétique, d'intégration de bases de données et d'analyse computationnelle a finalement permis de résoudre une affaire qui avait résisté à toutes les tentatives précédentes. Des dossiers personnels déclassifiés lors de la réunification allemande, mais jamais liés à l'affaire Isdal, ont documenté sa transition vers les opérations de terrain. Hoffmann représentait un nouveau type d'agent de renseignement que la Stasi développait à la fin des années 1950, a expliqué le Dr Reinhard Klein, historien spécialisé dans les opérations de renseignement de la guerre froide. Il ne s'agissait pas d'un agent traditionnel, mais plutôt d'une spécialiste technique capable de comprendre et d'évaluer les informations scientifiques et industrielles, particulièrement précieuses à l'heure où les avancées technologiques occidentales devenaient une cible privilégiée du renseignement. L'aspect le plus poignant de cette identification est venu du contact avec la famille survivante d'Hoffmann, une nièce et un neveu qui avaient grandi en entendant des histoires sur une tante partie à l'ouest et n'en étant jamais revenue. Les pseudonymes, déguisements et déplacements à travers l'Europe n'étaient pas aléatoires, mais faisaient partie d'une opération de renseignement coordonnée qui a finalement conduit à sa présence en Norvège en novembre 1970. Les archives de renseignement déclassifiées de plusieurs pays ont révélé une opération complexe centrée sur un élément extrêmement précieux pour les puissances de la guerre froide, le renseignement scientifique. Les archives indiquaient qu'elle avait déjà mené des opérations similaires en France et en Italie, évaluant les avancées technologiques en Europe occidentale et recrutant des contacts scientifiques. Sa présence coïncide parfaitement avec une avancée technologique dans le domaine des hydrophones au Centre de recherche maritime de Bergen, a expliqué l'ancien analyste du renseignement Erik Bjørnstad. Elle était là spécifiquement pour recueillir des informations sur les matériaux utilisés dans les systèmes de détection sous-marine de nouvelle génération. Il semble que sa couverture ait été compromise, probablement par un transfuge qu'il avait identifié auprès des services de renseignement occidentaux. Plus important encore, les archives indiquaient qu'un agent des services de renseignement est-allemand, opérant sous couverture diplomatique, avait quitté précipitamment la Norvège 2 jours après la découverte du corps d'Hoffmann. Le départ de cet individu suggérait fortement une opération ayant mal tourné, des efforts ayant été déployés pour éliminer les preuves de son lien avec Hoffmann.
Les preuves suggèrent fortement qu'Hoffman s'est rendu compte qu'elle était surveillée et a tenté de s'enfuir, mais soit son propre camp l'a jugée compromise, soit le contre-espionnage occidental l'a interceptée, avec des conséquences fatales. Les dossiers des services de renseignement norvégiens, partiellement déclassifiés en 2024, reconnaissent la surveillance d'Hoffman, mais nient explicitement tout rôle dans sa mort. De même, les archives allemandes ne contiennent aucune reconnaissance d'une opération d'élimination visant leurs propres agents, bien que de tels documents resteraient probablement classifiés même des décennies plus tard. 2 randonneurs ont rapporté avoir vu une femme correspondant à la description de Hoffman, accompagnée d'hommes en vêtements sombres près de la vallée d'Isdalen le 23 novembre, bien après qu'elle ait quitté son hôtel mais avant la découverte de son corps. Si elle est exacte, cette observation contredit la chronologie établie par d'autres preuves et suggère que d'autres personnes sont impliquées dans ces derniers déplacements. Comme l'a expliqué Lisbeth Ronberg, enquêtrice spécialisée dans les affaires classées, la fragmentation des preuves vieilles de plusieurs décennies, combinée à l'obscurcissement délibéré inhérent aux opérations de renseignement, signifie que certains aspects de l'affaire Isdal ne seront probablement jamais entièrement résolus. Les techniques révolutionnaires qui ont permis d'identifier Margot Hoffman ont déjà commencé à transformer d'autres mystères apparemment insolubles de la guerre froide en Europe. En utilisant la même combinaison d'analyse ADN avancée, de coopération internationale en matière de bases de données et d'archives de renseignements déclassifiés, les enquêteurs ont résolu plusieurs affaires présentant des similitudes remarquables avec la femme d'Isdal. De même, les autorités belges ont résolu l'affaire de la diplomate bruxelloise, une femme non identifiée retrouvée en 1974, dont la mort était depuis longtemps soupçonnée d'être liée à des activités de renseignement. Grâce à la technique génétique de Karner, mise au point dans l'affaire Hoffman, les enquêteurs l'ont identifiée comme étant Eleonora Meyer, une autre agente est-allemande dont la mission avait apparemment croisé des opérations de contre-espionnage occidental. Tout impliquait des personnes ayant une formation scientifique ou technique plutôt qu'une formation traditionnelle en matière de renseignement, ce qui suggère un type spécifique d'opération d'espionnage répandue à cette époque. Toutes ces opérations ont fait l'objet d'efforts similaires pour empêcher l'identification, tous menés dans les pays de l'OTAN pendant des périodes de développement technologique importants. Ces identifications révèlent collectivement un effort systématique de collecte de renseignements ciblant les avancées scientifiques occidentales, des opérations qui se sont parfois soldées par des tragédies pour les personnes impliquées. Les méthodologies d'identification ont désormais été standardisées dans un protocole appliqué à des dizaines de cas similaires de personnes non identifiées à travers l'Europe. Au-delà des identifications individuelles, ces cas résolus ont permis aux familles séparées par le rideau de fer de connaître enfin le sort de leurs proches disparus pendant la guerre froide. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?